Bienvenue sur We Talk Africa, la voix des vérités africaines. Aujourd'hui, on revient sur une déclaration forte du professeur Franklin Nyamsi, qui aborde sans détour le combat du Burkina Faso et de l'AES pour la souveraineté et la dignité du continent. Dans un contexte où l'Afrique redéfinit son avenir, les paroles du professeur résonnent comme un appel au réveil collectif. Reste jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux réels derrière ce mouvement panafricain. Abonne-toi, like et partage pour que la vérité africaine continue de se faire entendre haut et fort. Burkina Faso, tout comme l'Alliance des États du Sahel et l'ensemble des pays africains en cette année 2025, traversent une période cruciale de leur vie. C'est que, notamment au début du XXIe siècle, la grande alliance occidentale de l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient ont opéré une nouvelle manœuvre pour braquer les ressources stratégiques de notre continent, le pétrole, l'or, le gaz, le manganèse, l'uranium, le coltan, toutes ces choses dont l'Afrique est riche. Cette stratégie a consisté à déguiser leur stratégie de déstabilisation derrière un motif religieux, appelé le djihadisme. Et après le saccage donc de la Libye en 2011, tout le Sahel a été envahi par des bandes terroristes, des groupes armés terroristes, puis par la suite le golfe de Guinée, jusqu'à mon Cameroun natal, où opère la secte Boko Haram, le Nigeria, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on voit que cette déstabilisation va même jusqu'en Afrique australe avec le Mozambique, la célèbre région de Cabo Delgado attaquée par les soi-disant djihadistes. En fait, cette mystification a frappé le continent avec une telle fulgurance que certains ont cru que nous étions en guerre religieuse. Très vite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas affaire à une guerre religieuse, puisque des musulmans ne peuvent pas tuer des musulmans pour les forcer à être musulmans, et puisque des musulmans ne peuvent justifier d'aucune façon la pratique de la violence, du viol, la consommation des drogues qui sont l'apanage des terroristes. On s'est aussi rendu compte que ces terroristes n'étaient pas venus, pour ainsi dire, de nulle part. Les armes dont ils disposent, les médias dans lesquels ils s'expriment, eh bien, la couverture diplomatique dont ils peuvent bénéficier. Il y en a un, par exemple, qui a été reçu sur tapis rouge à l'ONU à la 80e session au mois de septembre, le chef terroriste qui dirige aujourd'hui la Syrie, de son nom de chef terroriste d'Al-Qaïda, Mohamed Al-Joulani. On s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas affaire à une guerre religieuse et que le concept de djihadisme était un voile jeté sur les intelligences africaines pour comprendre les enjeux de la situation. On avait affaire à une guerre de recolonisation impérialiste de l'OTAN et de ses alliés du Moyen-Orient contre nous. Donc, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, en tant que confédération de l'AES, sont à l'avant-garde de ce combat. Ici, au Burkina, ça s'est traduit comment? Changement de la doctrine militaire. On ne combat pas les terroristes avec les puissances qui les arment, qui les renseignent, qui les médiatisent et même qui les légitiment. Deuxième changement important, dans toute la sous-région et au Burkina, le changement sur les politiques de souveraineté liées aux ressources. Le Burkina Faso est en train de devenir progressivement maître absolu de son or. Il le sera de son pétrole, de son gaz, de son manganèse, de son coltan. C'est la même dynamique au Mali. L'or, le pétrole, le gaz passent dans l'escarcelle de la nation. Au Niger, l'uranium passe sous le contrôle de l'État nigérien. Politique de souveraineté. Je trouve un Burkina Faso qui a repris, qui est en train de reprendre progressivement en main ses ressources nationales. Et il y a une troisième dimension, le renouvellement des institutions politiques, non plus sous le diktat des paradigmes, des concepts, du narratif occidental, avec toute la propagande démocratique, droits de l'homiste, banque mondialiste, FMiste et tout le reste. Désormais, ici au Burkina Faso, je vois des politiques en train de travailler à renouveler l'État, ses institutions, les générations qui gouvernent le pays, en se référant aux valeurs de la civilisation traditionnelle africaine. C'est le même mouvement qu'on observe au Niger et au Mali. Enfin, je trouve un pays au travail, mais non pas au travail simplement sur des bases artificielles, au travail en impliquant la population dans l'amélioration de son environnement de vie. J'ai été vraiment positivement touché par exemple, l'initiative Faso Mebo, que j'ai visitée hier, et où on voit des Burkinabés, hommes et femmes, transformant leur propre ville, leur propre campagne, en travaillant pour l'intérêt public. C'est un modèle que nous devons étendre dans toute la sous-région ouest africaine. Et pour moi, la révolution populaire progressiste doit avoir lieu dans mon pays natal, le Cameroun, et dans toute l'Afrique centrale,
pour que nous construisions une grande puissance continentale qui détiendra le droit de veto dans les Nations Unies. Alors, il y a actuellement au Burkina Faso une vision qui est la reprise des fondamentaux et des enseignements de la première révolution, celle de 1983-1987. On peut critiquer la révolution de 1983-1987, mais on reconnaîtra une chose à cette révolution, elle a enseigné au peuple burkinabé la notion de souveraineté. La révolution de 83-84 a planté dans l'âme du peuple burkinabé un germe puissant. Apprendre à faire par soi-même et refuser de mendier. Compter d'abord sur soi-même afin même que Dieu nous aide. Et on peut donc dire que dans la révolution populaire progressiste, cet élément souverainiste fondamental, tout comme dans la révolution de l'AES, est vivant. La deuxième difficulté, c'est que il y a des intérêts qui se sont constitués au fil du temps. Il y a une bourgeoisie financière, commerciale, on va dire industrielle ou proto-industrielle. Il y a une bourgeoisie qui s'est constituée dans toute l'Afrique en général, au Burkina Faso en particulier, et qui ne va pas forcément voir la révolution sous un jour favorable. Pourquoi? Parce que la révolution consiste à redistribuer les richesses aux plus vulnérables et aux plus pauvres. Une partie des classes moyennes et de la haute bourgeoisie n'aiment pas la révolution parce que la révolution les amène à réviser leurs profits. Vous voyez par exemple le débat qu'il y a sur les nationalisations d'un certain nombre de secteurs de la vie économique au Burkina Faso. J'ai trouvé ce débat ici. Ce débat indique qu'il y a des forces conservatrices qui voient d'un mauvais œil la redistribution des richesses engagées par le leader de la révolution burkinabé du MPSR2, le président Ibrahim Traoré. Mais en fait, dans tout pays où, pendant plusieurs années, les plus riches se sont plus enrichis et les plus pauvres se sont plus appauvris, la révolution se fait toujours par la redistribution aux plus vulnérables de ce qui a été donné de trop aux plus nantis. Il va falloir accepter cela comme un acte de justice sociale. Enfin, il y a un troisième terrain. C'est le terrain de l'exercice des libertés constitutionnelles fondamentales en contexte de guerre, en contexte révolutionnaire. Est-ce que les journalistes, les influenceurs, les hommes et les femmes politiques, les intellectuels, les écrivains, est-ce qu'on peut dire tout et n'importe quoi dans un contexte comme celui-ci au nom de la liberté de penser, de la liberté d'expression, etc. Non. Pourquoi? Le Burkina Faso est en guerre. On peut dire tout ce qu'on doit dire en tenant compte de ne pas frapper les intérêts vitaux de la nation, le bien commun. Il y a ce débat que j'ai également trouvé au Burkina Faso sur l'arbitrage de cette liberté d'expression au regard du contexte. Je pense qu'il faut lire les grandes pages de l'histoire et reconnaître que la liberté d'expression est déterminée par un environnement historique particulier. Les États de droit qui ne sont plus en guerre, qui bénéficient d'une paix, d'une sécurité suffisante depuis plusieurs décennies, peuvent laisser aller les chevaux de la liberté d'expression dans tous les sens. Leurs fondamentaux n'en sont pas nécessairement remis en cause. Encore que, moi je vis en Occident depuis plus de 25 ans, je sais que la liberté d'expression est encadrée dans tous les pays occidentaux. D'ailleurs, on a vu des médias interdits dans ces pays. Mais je veux dire que le Burkina Faso tel que je l'ai vu est vraiment une terre en ébullition positive, en émulation. Rien qu'à voir d'ailleurs la moyenne d'âge des journalistes qui m'interviewent ici, et je suis passé par pratiquement une vingtaine d'interviews en 10 jours, il y a de l'espoir, et plus que de l'espoir, il y a de l'espérance au Burkina Faso. Il y a de l'espoir, et plus que de l'espoir, il y a de l'espérance au Sahel. Alors, est-ce que tout est parfait? Surtout pas. Je ne suis pas de ceux-là qui lavent plus blanc que blanc. Il faut reconnaître la bonne volonté des dirigeants révolutionnaires du Sahel. Il faut reconnaître les difficultés qui sont là. L'AES est encerclée par des États hostiles qui sont eux-mêmes aux ordres des puissances étrangères. Je pense aux États de la CEDEAO. Au nord, il y a l'Algérie qui est devenue une base arrière des groupes terroristes. La Mauritanie qui est devenue une passoire des groupes terroristes. Il faut savoir que face à ces contraintes, tous les objectifs ne peuvent pas être simultanément atteints. Et faire preuve de compréhension et de patience envers les dirigeants révolutionnaires. De leur côté, ils doivent continuer de tenir compte des aspirations les plus profondes des peuples. Ils doivent continuer de faire preuve de patience devant les impatiences. Ils doivent faire preuve de créativité dans des situations complexes. Et c'est en ce sens que des intellectuels panafricanistes comme moi
ont décidé de se dévouer à la cause de la révolution populaire progressiste, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais sur tout le continent et même dans ses diasporas. Ce message du professeur Franklin Nyamsi résonne bien au-delà des frontières du Burkina et de l'AES. C'est tout un continent qui se lève pour écrire sa propre histoire. Si tu crois, toi aussi, en une Afrique forte, indépendante et unie, alors fais-le savoir en t'abonnant, en likant et en partageant cette vidéo. Ensemble, faisons grandir la voix des peuples africains face aux manipulations et aux mensonges médiatiques. Ici, on parle Afrique, on parle vrai.